suis à Londres et je crois que c'est Berlin. Elle le détestait plus que quiconque. À la fin de sa vie, quand la mémoire commençait à s'effacer, un nom résistait encore. Les dates disparaissaient. Les visages se brouillaient. Les triomphes devenaient flous. Mais ce nom restait, gravé, comme une cicatrice qui refuse de disparaître. Le cinéma français l'avait célébré, puis il l'avait exposé, puis il l'avait oublié. C'était une époque brutale, pas toujours dans les gestes, mais dans les regards, dans les silences, dans les unes de journaux qui humiliaient sans crier. Elle avait été brisée plus d'une fois, par la presse, par les producteurs, par ceux qui souriaient devant les caméras et attaquaient derrière les portes fermées. On l'a qualifiée d'excessive, on l'a dite instable, trop intense, trop vraie, trop populaire, puis, soudainement trop vieille. Il y a eu des soirs où elle rentrait seule. Les lumières des plateaux s'éteignaient, les applaudissements s'arrêtaient, le silence commençait, et dans ce silence, elle dressait une liste qu'elle ne partageait pas, des noms qui l'avaient humiliée, des visages qui l'avaient trahie, des regards qui l'avaient détruite un peu plus à chaque tournage. On parle souvent de ses rôles, de sa force, de sa présence. On parle moins des conflits d'ego, des attaques déguisées en conseils, des décisions prises sans elle, des projets dont elle a été écartée au dernier moment. Chaque exclusion la blessait, chaque commentaire public l'exposait. Elle n'était pas une victime fragile, elle était fière. Mais la fierté n'empêche pas les cicatrices, elle les rend seulement plus silencieuses. Avant de plonger dans cette liste, il faut comprendre qui Annie Girardot était vraiment. Annie Girardot est née en 1931 à Paris, pas dans un milieu privilégié, pas dans un monde protégé. Elle grandit sans père présent, élevée par une mère sage-femme. Très tôt, elle comprend que rien ne sera donné. Au conservatoire, elle travaille plus que les autres. On remarque son énergie, mais on doute déjà. Trop physique, trop directe, pas assez fragile, pas assez mystérieuse. Le cinéma français aime les femmes qu'on observe. Annie, elle dérange. Elle regarde en face. Ses premiers rôles ne sont pas des triomphes, ce sont des combats. Elle doit prouver qu'elle mérite chaque scène. On la juge populaire avant même qu'elle soit célèbre. On la classe dans une catégorie qui l'imite. Elle n'entre pas dans les codes bourgeois du cinéma de l'époque. Elle n'est pas décorative. Elle est vivante. Le succès arrive dans les années 60. Brutale, immense. Elle devient incontournable. Son nom remplit les salles. Son visage s'impose. Mais la réussite attire autre chose. Les comparaisons, les jalousies, les commentaires venimeux. La presse l'admire un jour, la critique le lendemain. On analyse son physique, on commente sa voix, on questionne sa stabilité. Chaque interview devient un terrain dangereux. Un mot de travers et elle est exposée. Une émotion trop visible et on la dit excessive. Sa vie privée n'offre pas de refuge. Son mariage avec Renato Salvatori est intense, instable. Deux égos forts, deux carrières, des tensions, des silences lourds. Elle souffre profondément. Puis vient le temps cruel du remplacement. Une nouvelle génération arrive, plus jeune, plus lisse. Les propositions diminuent, les producteurs hésitent. Elle sent qu'on la pousse doucement vers la sortie. Sans bruit, sans annonce officielle. Juste moins d'appels. Annie Girardot n'a jamais été une actrice fragile, mais elle a été attaquée par le doute, par l'oubli, par l'industrie qui fabrique des icônes et les détruit ensuite. 5 personnes ont laissé des cicatrices qu'elle n'a jamais oubliées. Numéro 6, INQ, Claude Lelouch. C'était celui qui l'a écartée au moment où elle pensait encore compter. Au début, il y avait le respect. Claude Lelouch était l'homme du renouveau, celui qui savait capter l'époque. Annie Girardot représentait encore une force du cinéma populaire. Leur rencontre semblait naturelle. Elle croyait à une collaboration évidente. Elle pensait que son intensité correspondait à ses films. Puis les choses ont changé. Lentement, sans confrontation directe. Un projet circule. Son nom est évoqué, puis retiré. On parle d'un nouveau visage, plus jeune, plus frais. La presse commence à murmurer. On parle d'un passage de relais. Elle comprend. Elle n'est plus au centre. Ce n'était pas une rupture spectaculaire. C'était plus froid que ça.
Elle a été remplacée sans explication publique. On a parlé de direction artistique, de cohérence, de modernité. Derrière ces mots, elle a senti autre chose. Être écarté, c'est être effacé. Les interviews ont fait le reste. Lelouch expliquait vouloir tourner la page d'une génération. Il ne la citait pas directement. Mais tout le monde savait. Les journalistes faisaient le lien. Annie Girardot était devenue le symbole de ce que le cinéma voulait dépasser. Elle était exposée comme appartenant au passé. C'est là que la violence commence. Pas de cris, pas de scandale officiel, mais des articles, des comparaisons, des commentaires sur son âge. On l'a humiliée sans brutalité visible. On l'a brisée par insinuation. Un soir, lors d'une projection privée, elle apprend officiellement qu'un rôle qu'elle espérait est confié à une actrice plus jeune. Elle ne fait pas de scène. Elle reste droite. Mais ceux qui étaient là ont parlé de son regard, un regard fermé, blessé. Elle avait protégé son image pendant des années. Elle avait défendu son espace dans un milieu dur, et en quelques décisions, elle a été déplacée hors du cadre, comme si elle n'était plus indispensable. Pour une actrice qui a construit sa carrière sur la présence, être rendue invisible est une humiliation profonde. Elle ne l'a jamais exprimé publiquement avec violence. Elle a gardé cela en elle. Mais le ressentiment était là. Ce moment ne l'a jamais quitté. Numéro 4, Jean-Paul Belmondo. Il a attaqué ce qu'elle protégeait le plus. Jean-Paul Belmondo était l'autre visage du succès populaire. Même génération, même intensité, même capacité à remplir les salles. En apparence, ils appartenaient au même camp. Deux acteurs issus du théâtre passés par le conservatoire, capables d'habiter l'écran sans artifice. Mais le cinéma ne laisse pas deux soleils briller à la même hauteur. Au début, il y avait une forme de camaraderie distante, une reconnaissance mutuelle. Puis sont venues les comparaisons. La presse adorait opposer les tempéraments. Lui libre, insolent, viril. Elle excessive, trop entière, trop émotive. On ne parlait plus de leur performance. On parlait d'image. Les projets communs ont révélé la tension. Sur un tournage, la dynamique change. Le scénario évolue. Certaines scènes sont raccourcies. D'autres renforcent son personnage à lui. Annie le remarque. Elle ne proteste pas publiquement, mais elle comprend que l'équilibre n'est plus neutre. La violence ne venait pas d'un affrontement direct. Elle venait du système qui le plaçait systématiquement au centre. Les affiches mettaient son nom en premier. Les interviews tournaient autour de lui. Elle devenait complément. Elle, qui avait porté des films entiers sur ses épaules, se retrouvait réduite à un rôle secondaire dans le récit médiatique. Un soir de première, les photographes se pressent autour de Belmondo. Les flashs crépitent. Annie avance. Personne ne l'ignore, mais l'attention est ailleurs. Ce n'est pas une insulte. C'est pire. C'est une hiérarchie visible. Plus tard, une déclaration de Belmondo circule. Il parle du cinéma comme d'un terrain d'hommes forts. La phrase n'était peu, être pas dirigée contre elle. Mais elle résonne. Elle touche ce qu'elle défend depuis des années. Sa légitimité, sa puissance. Elle s'est sentie exposée dans une rivalité qu'elle n'avait pas choisie, humiliée par une comparaison permanente, attaquée dans son statut. Ce n'était pas seulement une question d'ego, c'était une question de place. Elle ne l'a jamais confrontée frontalement, mais la blessure était réelle. Chaque fois que son nom était associé au sien comme une alternative moins brillante, elle se souvenait. Certaines blessures ne disparaissent jamais. Numéro 3, Philippe Noiret. Personne ne l'a rabaissé avec autant de calme. Philippe Noiret n'était pas un provocateur. Il n'élevait pas la voix. Il n'attaquait pas frontalement. C'est justement ce qui rendait la tension plus froide, plus difficile à nommer. Ils se croisent dans un contexte où Annie Girardot est encore puissante, encore centrale. Noiret lui avance avec une assurance tranquille. Il est respecté pour son intelligence, pour sa précision. Il ne cherche pas à dominer. Il impose par la maîtrise. Au départ, il y a admiration réciproque. Deux acteurs de théâtre, deux tempéraments solides. Mais très vite leurs méthodes s'opposent. Annie travaille dans l'instinct, elle donne tout. Elle brûle chaque scène. Noir lui contrôle. Il économise. Il observe. Sur un tournage, la tension devient visible. Pas de dispute, pas de scandale, juste des remarques. Des corrections dites avec un sourire.
une suggestion devant l'équipe, une phrase qui semble technique mais qui touche plus profond. Il parle de retenue, il parle d'excès. Le mot flotte, excès. Pour Annie, ce mot est une attaque, son intensité et son identité. La qualifier d'excessive, c'est attaquer ce qu'elle protège depuis toujours. Elle sent qu'on la juge, pas seulement comme actrice, comme femme, trop visible, trop forte. La presse s'empare de cette opposition. On décrit Noiret comme la finesse incarnée. Girardot devient la passion incontrôlée. Les critiques soulignent la nuance de l'un. Ils insistent sur la démesure de l'autre. La comparaison devient permanente. La violence prend la forme d'une image publique qui se fissure. Elle est exposée comme brute face à l'élégance maîtrisée de son partenaire. Chaque article ajoute une couche. Elle lit, elle encaisse, elle garde le silence. Puis vient l'interview qui change tout. Noiret parle de leur collaboration. Il évoque la difficulté de travailler avec des personnalités trop envahissantes. Il ne cite pas son nom. Mais tout le monde comprend. Les journalistes relaient. Les titres suggèrent. Elle est humiliée sans confrontation directe. Ce n'est pas une trahison spectaculaire. C'est une mise à distance, un regard qui minimise. Elle qui s'est battue pour être reconnue comme une grande actrice, se retrouve décrite comme incontrôlable. Un jour, lors d'une répétition, une scène est refaite. Noiret suggère une autre approche. L'équipe approuve. Annie ressent la bascule. Son interprétation est ajustée, corrigée. Elle ne proteste pas, mais à l'intérieur quelque chose se brise. Elle n'a jamais oublié cette sensation d'être diminuée publiquement sans violence apparente. Être attaquée par le calme est plus difficile à défendre. Et elle ne lui a jamais pardonné. Numéro 2 Uki, Romy Schneider. Elle a détruit son illusion d'unique. Romy Schneider n'était pas une ennemie déclarée. Elle était pire que cela. Elle était la comparaison permanente, la référence, la tragédie magnifiée par la presse. Dans les années 60 et 70, le cinéma français adore les symboles. Et Romy Schneider devient celui de la femme blessée, élégante, mystérieuse. Annie Girardot, elle est la femme vraie, populaire, directe, deux présences fortes, deux manières d'exister. Les journaux orchestrent la rivalité. Chaque sortie de film devient un duel silencieux. Qui est la plus grande actrice de sa génération? Qui incarne le mieux la femme moderne? Qui attire le plus le public? Les articles ne cherchent pas l'équilibre. Ils cherchent l'attention. Annie lit. Elle voit son nom associé à celui de Romy dans des titres qui hiérarchisent. Schneider est décrite comme une icône tragique. Girardot devient la comédienne solide, efficace, presque trop accessible. On valorise le mystère de l'une. On réduit l'autre à sa popularité. La violence est médiatique, continue, subtile. Chaque couverture qui met Romy au centre est un rappel. Chaque critique qui parle de profondeur en évoquant Schneider sous-entend un manque chez Girardot. Elle est exposée comme moins raffinée, moins universelle. Un festival marque un tournant. Les deux femmes sont présentes. Les photographes choisissent leurs angles. Les interviews s'enchaînent. Romy est interrogée sur sa douleur, sur sa vie intime. Annie est questionnée sur son énergie, sur son tempérament. La différence de traitement est visible. Puis vient un classement publié par un grand magazine. Romy Schneider est désignée comme la plus grande actrice de sa génération. Annie est citée. Mais après, le mot après est brutal. Elle ne conteste pas publiquement. Elle ne déclenche pas de polémique. Mais ceux qui l'ont connue parlent de son silence ce jour-là. Un silence lourd. Elle a compris que le récit collectif avait choisi son héroïne. Ce n'était pas seulement une rivalité artistique. C'était une bataille d'images. Annie s'est sentie trahie par une industrie qui l'avait portée au sommet avant de déplacer la lumière. Elle n'a pas attaqué Romy frontalement. Mais la blessure était là. Être comparée sans cesse, c'est être diminuée en permanence. Elle avait construit sa carrière sur la force et l'authenticité. On l'a opposée à une icône façonnée par la tragédie. Elle a perdu la bataille symbolique. Ce silence entre elles disait tout. Numéro 1 Bernard Fresson. C'était celui qui l'a brisé de l'intérieur. Bernard Fresson n'était pas une star éclatante. Il n'était pas au centre des couvertures, mais il était respecté.
solide, présent. Et pour Annie, il représentait quelque chose de plus intime qu'un simple partenaire de tournage. Ils se rencontrent dans un contexte professionnel tendu. Deux acteurs exigeants, deux caractères forts. Au début, il y a une proximité artistique, une confiance. Elle croit avoir trouvé un regard qui comprend sa méthode, son intensité, sa fragilité cachée derrière la force. Puis la dynamique change, lentement, sans explosion publique. Fresson commence à contester certaines de ses propositions sur scène, devant l'équipe, devant le réalisateur, pas avec agressivité, avec assurance. Il corrige, il nuance, il reprend. Pour Annie, chaque correction est une attaque. Elle a passé sa carrière à défendre son instinct. Être reprise publiquement, c'est être exposée. Être fragilisée devant ceux qui observent. La violence devient psychologique. Des remarques sur son jeu, sur son manque de retenue, sur son besoin de contrôler l'espace. Elle sent qu'il remet en question sa légitimité, pas seulement comme actrice, comme autorité sur le plateau. Un jour, lors d'une lecture de scénario, la scène bascule. Elle propose une interprétation forte. Fresson intervient. Il suggère une autre direction. Le réalisateur suit son avis. L'équipe acquiesce. Annie reste silencieuse. Elle comprend que le centre de gravité a changé. Ce moment est une humiliation. Pas spectaculaire, pas dramatique, mais profonde. Elle se sent attaquée dans ce qu'elle a construit. Son identité artistique. Sa puissance. La presse ne parle pas de conflit. Il n'y a pas de scandale. Mais dans les coulisses, la tension est réelle. Elle évite le regard. Elle raccourcit les échanges. La confiance est détruite. Elle s'est sentie trahie. Non pas par un ennemi déclaré, mais par quelqu'un qu'elle pensait proche. Cette forme de trahison est plus difficile à accepter. Elle laisse des cicatrices invisibles. Elle ne l'a jamais accusée publiquement, elle n'a jamais lancé de polémique. Mais ceux qui ont travaillé avec elle à cette période ont évoqué un changement, plus de méfiance, plus de distance. Être brisé par un regard qu'on respectait est une blessure différente. Elle ne disparaît pas avec le temps. Et elle ne s'en est jamais remise. Est spécial, pique, Renato Salvatori. Il n'était pas un rival, il n'était pas un adversaire public, il était plus proche que tous les autres. Et c'est pour cela que la blessure a été plus profonde. Renato Salvatori entre dans sa vie est comme une passion. Un acteur italien intense, charismatique. Leur rencontre est électrique. Ils tournent ensemble. L'amour commence dans la lumière des projecteurs. Au début, tout est fusion, deux carrières, deux tempéraments forts, deux orgueils qui s'admirent. Mais très vite, la réalité s'installe. Annie devient plus célèbre en France, plus demandée, plus exposée. La presse parle d'elle avant de parler de lui. L'ego souffre. La violence ici n'est pas médiatique. Elle est intime. Des silences à la maison, des reproches, des regards lourds. Elle se sent attaquée pour son succès, comme si sa réussite détruisait l'équilibre du couple. Renato n'est pas un homme faible, mais il vit dans l'ombre grandissante d'Annie, et cette ombre crée une tension permanente. Elle se sent trahie non pas par des mots publics, mais par une distance progressive. Il y a des disputes, des départs, des retours. Une relation qui se fissure lentement. Elle défend son travail, il défend son orgueil. Aucun des deux ne veut céder. Un soir après une projection où Annie est ovationnée, le silence à la maison est plus brutal que n'importe quelle critique de presse. Pas de félicitations, pas de sourire, juste une froideur. Elle comprend que son triomphe est devenu un problème. C'est là que quelque chose se brise définitivement. Les autres l'ont humiliée publiquement. Lui l'a blessée dans l'intimité. Elle s'est sentie exposée sans témoin, détruite sans scandale. Trahie dans l'espace qui aurait dû la protéger. Ils ne se haïssaient pas, mais l'amour s'est transformé en champ de tension permanent. La séparation laisse des cicatrices plus profondes que les rivalités professionnelles. Ce n'était pas l'ennemi le plus visible, c'était la blessure la plus silencieuse. Annie Girardot n'a pas traversé le cinéma français comme une icône protégée. Elle a avancé dans un champ de tension, des conflits d'ego, des humiliations publiques, des comparaisons permanentes. Chaque nom sur cette liste a laissé une trace.
Claude Lelouch l'a écartée au moment où elle pensait encore être indispensable. Jean-Paul Belmondo a incarné la hiérarchie qu'elle refusait d'accepter. Philippe Noiret l'a exposée comme excessive. Romy Schneider a cristallisé la comparaison qui l'a diminuée aux yeux d'une partie de la presse. Bernard Fresson l'a atteinte dans son autorité. Renato Salvatori l'a blessée dans l'intimité. Elle n'a pas été brisée une seule fois. Elle l'a été par fragments, par petites attaques, par des décisions prises sans elle, par des regards qui changeaient. Et pourtant, elle est revenue. Film après film, scène après scène. Même quand les propositions se raréfiaient. Même quand la maladie commençait à effacer les souvenirs. On parle souvent d'elle comme d'une grande actrice. C'est vrai. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Elle était une femme qui a survécu à une époque dure. Un milieu qui expose, humilie, détruit puis oublie. Les hommes qu'elle a détestés ne l'ont pas effacée. Ils ont participé à la façonner. Chaque cicatrice a renforcé sa présence. Chaque humiliation a durci son regard. Elle n'était pas parfaite. Elle n'était pas docile. Elle n'était pas facile. Elle était entière. À la fin, les gentils ne gagnent pas. Ils survivent. Et c'est pour cela qu'on se souvient d'elle.